Alors j'ai une différence par rapport à vous tous, c'est que je ne suis pas un spécialiste du soin, encore moins de la psychiatrie. On l'a bien dit en introduction, et c'est que la précédente intervention me facilite la tâche. C'est une bonne façon d'arriver à mon exposé. Je vais parler essentiellement de méthode. Alors, c'est bon, j'ai pas besoin de toucher. Donc le défi pour moi aujourd'hui, c'est de parler à des spécialistes dont je ne partage pas la spécialité. Et je me suis laissé dire que parmi vous, en plus de ça, la deuxième difficulté, c'est que certains d'entre vous sont très au fait des méthodes qualitatives pour les pratiquer. D'autres sans doute un peu moins. Et mon défi va être de vous parler à tous, en vous intéressant tous. J'ai donc essayé de concevoir ma présentation en permettant à ceux qui connaissent déjà les méthodes qualitatives de se positionner, de réfléchir à leur pratique. Tout est finalement dans le titre du manuel, analyser sans tenter de placer. Et puis aux autres de se préparer et de vous aider à vous poser les bonnes questions et à adresser les bonnes questions lorsque vous êtes confronté à une recherche qualitative. Pour le dire autrement, le problème que j'ai identifié et que je vais essayer de résoudre aujourd'hui est lié au fait qu'on conçoit trop souvent la recherche qualitative comme une recherche quantitative qui s'applique à des données qualitatives, ce qui n'est pas la recherche qualitative. Donc voilà, deux objectifs, réfléchir à la rigueur quand on est praticien, et puis, je vais le dire de manière un petit peu cash, avoir l'air un petit peu moins bête quand on pose une question à propos de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire poser une question qui est pertinente, et non pas une question qui tombe à côté, comme par exemple, votre échantillon est-il représentatif? Donc je ne vais pas essayer de vous convertir, je ne vais pas non plus essayer de distribuer les bons et les mauvais points, je ne vais pas essayer de convertir ceux qui ne font pas du Cali, et je ne vais pas essayer de dire à ceux qui font du Cali, ça c'est vous le faites bien, ça vous le faites pas bien. Il s'agit précisément peut-être plus d'ouvrir un débat et une discussion là-dessus. Un nouveau contact avec la machine. Ok, donc par rapport à ceux qui pratiquent déjà, et pour ceux qui ne pratiquent pas mais qui pourraient consulter, la recherche qualitative, on ne peut pas considérer qu'on fait de la recherche qualitative simplement parce qu'à un moment donné, on collecte des entretiens et qu'on constitue un corpus d'entretiens. Et vous allez voir, au fur et à mesure de vous exposer, que ce n'est pas le mot entretien qui pose problème, c'est le mot corpus. De la même manière, ça semble tomber sous le sens, il ne s'agit pas de transformer un questionnaire en question fermée, en questionnaire en question ouverte pour faire du Cali. Vous allez voir que ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'est pas non plus parce qu'on utilise un logiciel d'analyse de texte qu'on fait du Cali, c'est quelque chose qui pose des problèmes cardiaques à pas mal de qualitativistes. J'utilise NVivo, donc je fais du Cali, et vous mettez n'importe quel autre nom de logiciel qui est en train de faire une pub ici. Et donc voilà, bref, on va y arriver. Ou bien, et là c'est peut-être moins évident pour même ceux qui connaissent les approches qualitatives, le qualitatif, ça ne se résume pas à identifier les grandes thématiques qui sont abordées dans un corpus de texte, qu'il s'agisse d'entretien. On a deux problèmes ici, on a grande, une quantification implicite, et thématique, on verra pourquoi dans quelques minutes. Ça c'est pour les pratiques, et pour les questions que j'aimerais plus entendre, puis c'est pas grave si je les réentends pendant ces 2 jours-ci, mais on va essayer de travailler ensemble à faire en sorte que les questions soient plus pertinentes. On a la question, mais votre recherche est-elle inductive? Sous-entendu, est-ce que ça veut dire que vous ne lisez pas la littérature? Une espèce d'horreur que j'entends souvent en qualitatif. On lit la littérature au moins autant qu'ailleurs. Vous verrez qu'on a une tendance à... Voilà, c'est au moins qui est important. Cet échantillon est-il représentatif? On verra que c'est une vision qui n'a pas de sens. Avez-vous atteint le point de saturation, qui est la version plus intelligente de la version précédente, ou en tout cas qui se croit plus intelligent, puisque la notion importante en qualitatif, c'est bien la saturation, mais on verra que l'idée d'atteindre un point de saturation, en fait, quantifie la saturation, ce qui nous donne un sens.
Cette différence est significative. On a le petit carré ou les fichiers en tête, c'est une quantification, question qui n'a pas de sens. Votre recherche n'est-elle pas biaisée? La notion biais étant une notion quantitative, quantitative, on va essayer de s'en débarrasser. Ça va être absurde. Ok, donc en fait, ces questions absurdes et ces pratiques et ces confusions s'appuient sur une série de malentendus qui découlent tous d'un même problème, c'est le fait de concevoir la recherche qualitative comme une recherche quantitative avec des données qualitatives. Je vais essayer de résoudre ces malentendus, de lever ces malentendus, en vous présentant et en revenant sur 4 points. Le premier point, c'est l'organisation de la recherche. On va voir qu'elle est spécifique en qualitative, spécifique nécessairement par design, pourrait-on dire, même si le mot design de nouveau ne fait pas partie de mon univers. Et pour comprendre ce design, on va devoir passer sur quelque chose d'un tout petit peu plus technique, qui est la question de l'échantillonnage. On verra que le mot échantillonnage en qualitatif renvoie à une pratique tout à fait différente de la pratique quantitative. Ça va nous amener à distinguer l'échantillonnage théorique des échantillonnages empiriques et statistiques. Ces 2 points-là vont nous prendre la majorité du temps, et puis j'en viendrai, je pense que j'ai un slide pour chacun, aux critères de validité du quantitatif. Vous avez déjà compris que je vous ai dit que ce n'était pas la représentativité, mais si ce n'est pas la représentativité, qu'est-ce que c'est? Et on en reviendra en fait à une pratique particulière et nécessaire en qualitatif, qui est celle de la restitution, c'est-à-dire du retour vers le terrain de nos premiers intéressés. Donc, premier point, échantillonner et saturer. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? Alors, dans un modèle classique, qui n'est pas celui pour souscrire à la recherche qualitative, on peut structurer les choses et envisager les activités de la manière qui est représentée sur le slide pour le moment. Une recherche, ce serait une succession d'étapes, de phases, pour lesquelles on ne peut passer à l'étape suivante que lorsqu'on a complété l'étape précédente, pour la bonne et simple raison que l'output, la sortie, le résultat de l'étape précédente, va être utilisé, va être nécessaire pour de débuter l'étape suivante. Donc il y aurait une première étape qui consiste à lire les articles, les publications, la littérature, y compris grise, qui touchent au sujet qui nous intéresse. Et c'est sur base de ces lectures, on va élaborer une question de recherche, et cette question de recherche va assortir d'une série d'hypothèses. C'est le modèle que je suis en train de décrire, que vous trouvez dans la plupart des manuels de méthode. Ces hypothèses vont permettre d'envisager la manière dont va être abordé le thème. Dans une enquête par questionnaire, par exemple, ces hypothèses vont être traduites en indicateurs, et ces indicateurs vont donner lieu à des questions. C'est ces questions qui vont être soumises dans les questionnaires aux personnes qu'on rencontre. Ce n'est qu'une fois que ce dispositif standardisé collecte l'information au niveau point, on peut commencer à collecter le matériau. Mon public habituel sont des doctorants. En Belgique, on a la chance que le doctorat fait 3 ans ou 4. Les 4 blocs font 1 an. Vous prenez la durée de la recherche que vous voulez conduire, vous divisez par 4, et ça marche plus ou moins par 4. Donc au bout du premier bloc, première année pour les doctorants belges, on peut aller jusqu'au bloc. On va utiliser le dispositif standardisé pour collecter une série d'informations. On va donc rencontrer une série de personnes, leur adresser des questions, obtenir leurs réponses, et puis mettre en forme ces matériaux. Mettre en forme, par exemple, des réponses à un questionnaire, c'est les mettre dans une feuille de tableau, dans une base de données. Mais si on a fait des entretiens, il va s'agir de les transcrire, tâche qui prend du temps, de manière à constituer un corpus d'entrée. Une fois que ce matériau est prêt à être analysé, on passe à l'étape suivante. On va opérer une série de traitements de manière à produire des résultats qui sont interprétables. Et c'est l'interprétation de ces résultats qui donnera lieu à la rédaction et la publication des résultats. Ce modèle, je vais l'appeler le modèle linéaire ou séquentiel au sens où on a une suite d'opérations. Ce modèle, ça n'est pas, évidemment, le modèle de la recherche qualitative. Il est, vous allez vous en rendre compte dans le jour où je vais avancer, totalement impraticable en qualitatif. Le modèle qu'on va... L'organisation, ces différentes étapes, ces différentes activités, elles sont présentes, évidemment, en recherche qualitative.
elle s'organise cependant différemment. Vous voyez que les 4 activités que j'ai décrites durent plus longtemps. Il y a 24 heures dans une journée, et puis 8 heures de travail normalement dans une journée de travail. Ça ne veut pas dire que les qualitativistes travaillent plus, simplement ils vont étaler le travail en question dans le temps. On va évidemment lire, se débarrasser de l'idée selon laquelle les qualitativistes ne liraient pas parce qu'à un moment donné, une certaine littérature anglo-saxonne a fait l'éloge de l'induction dans les années 60. On va lire, mais on va lire tout au long de la recherche. Ça semble tomber sous le sens. Vous allez comprendre pourquoi c'est moins évident que nous parlons quand même que je l'avance. On va collecter un matériau très tôt. Ça veut dire que, vu qu'on lit tout du long et que la question de recherche, on ne l'a pas verrouillée dès le départ, on va démarrer avec une question relativement ouverte. Et les premiers éléments matériaux vont être collectés avec des questions relativement ouvertes. On va être très exploratoire. Dès que les éléments matériaux sont disponibles, on va commencer à les collecter. J'ouvre une parenthèse, en termes de psychologie humaine, de psychologie du chercheur, c'est d'ailleurs ce que font tous les chercheurs. J'ai travaillé dans un laboratoire qui faisait du quantitatif par questionnaire. Dès qu'on a 3 répondants qui ont répondu à un questionnaire, on regarde ce qu'ils ont répondu. On est curieux de savoir, même si on n'a pas encore tous l'échantillon qui a répondu, on a envie de savoir comment les gens répondent. Ne plus que pour savoir si on n'a pas posé des questions de travers. Donc, cette manière de faire a l'avantage de rencontrer la psychologie humaine. Pour autant que le travail qu'on réalise vous intéresse, quand vous trouvez un article qui vous intéresse, vous ne mettez pas de côté en disant plus tard je vous lirai. En tout cas, moi, quand je reviens de la bibliothèque, je suis très old school, donc j'utilise du papier. Quand je reviens de la bibliothèque avec un article que je viens de votre côté, je commence à lire dans l'ascenseur. Je n'attends pas plus tard en me disant que ce sera donné. Donc, dès que c'est disponible, on analyse. Et cette analyse, elle va nous permettre très tôt de moduler et d'ajuster notre questionnement théorique. Donc notre problématisation, elle va être évolutive, elle va être pilotée, elle va être déterminée par les résultats qu'on va obtenir au fur et à mesure. Ce qui veut dire aussi qu'on ne va pas adopter un dispositif de collecte d'informations standardisé, comme un questionnaire par exemple, ou même comme une grille d'entretien dans laquelle les questions ont été déterminées une fois pour toutes. On va retourner vers le prochain entretien, vers la prochaine situation d'observation, avec des questions qui sont plus précises, plus fines, parfois même différentes, simplement à côté des questions qui avaient été adressées lors du premier contact avec le terrain. Vous comprenez dès lors pourquoi un modèle qui est en haut ne peut pas fonctionner, puisqu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va adresser comme question lors du deuxième contact avec le terrain. Alors si vous en faites plus que 3 ou 4, imaginez ce que ça va donner quand vous êtes au 12e ou au 30e. Et donc, on ne peut pas standardiser l'outil de collecte d'informations. Donc, vous allez avoir des itérations entre ces 4 activités, et une des règles méthodes des qualitativistes, ça va être d'écrire au quotidien. De ne pas attendre d'avoir suffisamment, entre guillemets, de résultats, de montrer que suffisamment c'est une publication, mais de se dire que dès le début, il est important de tenir un journal de bord dans lequel on écrit au quotidien. La première formulation de la recherche, elle va être touchée par l'écrit. Les questions qu'on se pose avant le premier contact avec le terrain, elles vont être touchées par l'écrit. Si on enregistre un entretien, on le transcrit, c'est touché par l'écrit. Les premiers éléments. L'interprétation, ça va être touché par l'écrit. Vous allez voir que le fait de prendre des notes, ne pas juste au quotidien, on va voir la fin de l'exposé, et pas simplement une bonne pratique d'écriture, c'est constitutif de la méthode et ça joue un grand rôle dans la scientificité de la méthode. Incidemment, ça permet également, je disais tout à l'heure, je faisais une parenthèse sur le rôle de l'ascenseur dans ma découverte des articles scientifiques, incidemment, ça remplit aussi un autre rôle qui est, pas par hasard, j'allais dire comme par hasard, congruent avec la façon dont le monde de la recherche est structuré aujourd'hui. Publier ou disparaissez. Il faut publier régulièrement, il faut publier souvent, et je ne sais pas vous, mais il m'arrive régulièrement de recevoir un appel à colloque dont la date limite est demain. Et dans certains cas, je dois me résoudre à ne pas aller à un colloque qui pourtant m'intéresse, où je pourrais rencontrer des collègues qui travaillent sur la même chose que moi, simplement parce que j'ai des cours à donner aujourd'hui, ou bien je suis à une rencontre comme celle-ci,
Et il m'est impossible de rédiger, même rapidement, un abstract d'une demi-page pour ce colloque. Si par contre, je tiens un journal de bord régulièrement, j'ai énormément d'abstracts de colloques qui sont très, puisque j'en rédige environ un par jour. Il me suffit d'un copier-coller, une petite relecture s'impose pour l'orthographe, et je suis toujours prêt à montrer quelque chose. Dans une situation où l'on travaille pour un chef de service ou pour un financeur, cela veut dire aussi qu'on peut à tout moment, même par surprise, proposer de nouveaux résultats. Je dis à mes étudiants, vous écrivez 20 minutes par jour minimum, en 20 minutes vous faites la demi-page en question, vous avez toujours quelque chose de neuf à montrer. On peut arrêter d'éviter le couloir qui passe devant la porte du directeur de service, on peut passer tout à fait à l'aise devant lui. Si la porte est ouverte pour le moment, on s'entend, alors on en est dessus, pas de problème, je prends la page précédente et je vous dis où j'en suis. Donc, le fait de rédiger au quotidien a réglé énormément de problèmes de gouvernance des équipes de la recherche, de rapport aux clients. Quand je dis aux clients, on a parlé de financement public tout à l'heure, mais dans bien des cas, en tout cas dans mon cas, la recherche est financée aussi par les financeurs privés, des entreprises qui entendent, parce qu'elles ont l'habitude de travailler comme ça, pouvoir à tout moment avoir des résultats. Et puis, cette règle de méthode va aussi vous permettre de travailler une habitude à l'écriture qui permet d'éviter des moments psychologiquement assez difficiles qui sont liés à l'angoisse de la page blanche lorsqu'on a attendu 3 ans avant d'écrire. Je connais très peu de personnes, j'ai un collègue qui se dit graphomane, qui lui n'a pas ce problème-là, je connais très peu de personnes pour qui la question d'écriture est une simple formalité. Le fait d'écrire au quotidien vous permet de vous exercer et de créer ce problème-là également. Donc avec ce slide-là, on s'est déjà débarrassé de la question de l'ignorance théorique et de l'induction. Pour bien comprendre comment fonctionne l'échantillonnage en recherche qualitative, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à introduire en vous expliquant comment progressivement on collecte l'information. On va partir de nouveau, vous voyez que je fonctionne par opposition, de la conception classique de l'échantillonnage. Ça ne prendrait pas grand-chose. L'échantillonnage, c'est une opération qui porte sur une population. Qu'est-ce que c'est qu'une population? C'est un ensemble d'individus. Les individus n'étant pas nécessairement des êtres humains, mais pour se faciliter la tâche, on va ici imaginer que c'est une population d'êtres humains. Par exemple, l'ensemble du personnel soignant en région lyonnaise. Rencontrer l'ensemble du personnel soignant en région lyonnaise voudrait dire disposer de moyens assez élevés. Donc la plupart du temps, dans une recherche quantitative en tout cas, on va rencontrer qu'une partie d'entre eux. On va tirer un échantillon. C'est quoi tirer un échantillon? C'est identifier une série de personnes, une sous-partie de cette population que l'on va rencontrer. Et on va donc pouvoir calculer, on est en quantitatif, donc les chiffres ne sont pas proscrits, calculer la représentativité de cet échantillon. On sait quelle est la marge d'erreur lorsqu'on obtient des réponses de la part d'une petite partie de la population. La marge d'erreur, la représentativité de ces réponses par rapport à l'ensemble de la population. On peut extrapoler les résultats de notre recherche basée sur un échantillon à l'ensemble d'une population. Donc ça c'est très bien. Je suppose que je ne vous ai plus rien appris depuis le slide, mais ce n'est absolument pas la façon dont on fonctionne en qualitatif. On n'échantillonne pas une population en qualitatif. On échantillonne autre chose. Ce qu'on échantillonne en qualitatif, c'est un phénomène. On échantillonne un phénomène qui est subjectif. Alors, historiquement, on a gardé le terme échantillonné, on se serait peut-être facilité la vie en changeant de terme et en utilisant un autre mot. Il se fait qu'on est les héritiers de choses qui étaient déjà là longtemps avant nous. Moi, j'étais pas né à la fin des années 50, ça date de cette époque-là. Donc, on parle d'échantillonnage théorique. Ce qu'on va échantillonner, c'est le ressenti du personnel infirmier. Et se dire qu'on va rassembler des morceaux du ressenti du personnel infirmier n'a pas de sens. Je veux dire qu'on va prendre une partie de celui-ci n'a pas beaucoup de sens. Mais parler de la population, des sentiments du personnel infirmier n'en a pas plus. Pour la bonne et simple raison que ce qu'il va s'agir de faire, c'est d'identifier les différents ingrédients. Par exemple,
qui permettent de comprendre le fait qu'un infirmier, à un moment donné, nous parle du fait qu'il a le cœur qui bat dans sa poitrine, les mains moites, la gorge qui se noue en entrant dans tel ou tel service. On aimerait bien comprendre comment c'est apparu, c'était pas là avant, et on aimerait bien pouvoir mettre des mots là-dessus pour mieux comprendre ce phénomène. Surtout s'il y en a qu'un qui le ressent. Mais s'il y en avait même qu'un, ce serait un problème. Je vous l'ai dit, ces ingrédients, on va les découvrir progressivement au fur et à mesure des contacts qu'on va avoir avec les infirmiers en question, ou les patients, les médecins. La question de savoir quand on s'arrête était facilement réglée en quantitatif, quand on avait interrogé toutes les personnes qui constituaient l'échantillon qui s'arrêtait. La clause d'arrêt, ça va être ce qu'on appelle la saturation. La saturation, ce n'est pas une question de nombre de personnes. C'est d'ailleurs pas une question de nombre du tout. La saturation, c'est simplement la capacité que le chercheur, ou l'équipe de chercheurs ou chercheuses, a à produire une définition du phénomène qu'elle est en train d'analyser, qui est satisfaisante, et satisfaisante, ça veut dire complète. Ça veut dire que les différents ingrédients du phénomène, de l'expérience vécue qu'on a approchée, sont présents. Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont présentes? Simplement quand on ne peut plus confondre, lorsqu'on a établi les ingrédients, cette expérience vécue avec une expérience vécue qui est proche. Comment on sait les expériences vécues qui sont proches? On le sait parce qu'on s'est frotté pendant tellement longtemps avec les infirmiers qu'on voit bien que redouter les craindre, c'est pas la même chose, et que souffrir ou avoir mal, c'est pas la même chose. Donc cette question de représentativité, qui était liée à la façon dont on construisait les échantillons quantitatifs, on la laisse tomber, elle n'a aucun sens, puisque la représentativité passe par la considération d'un nombre d'individus qui se rapportent à une population, et qu'on ne réfléchit plus ni en termes d'individus de population, mais de description de l'expérience vécue. Je vous ai présenté ici quelque chose que j'ai déjà essayé d'expliquer il y a 3-4 slides d'ici. Donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Une première observation. Je tourne parce que ce slide-là, je l'utilise souvent, mais j'ai essayé de mettre un exemple qui nous parle. Voilà, une personne me dit j'ai très mal aux mains quand il pleut. C'est pas très psychiatrique, je vous dis, encore que. On va essayer de comprendre ce qu'elle nous dit quand elle nous dit qu'elle a très mal aux mains. C'est un exemple que je reprends de la littérature classique en recherche qualitative. C'est peut-être pas un hasard de parler de la recherche qualitative ensemble aujourd'hui. La recherche qualitative, je fais une parenthèse, je reviens en arrière, c'est pour vous voir, historiquement, a été fondée sur base de recherches qui portent sur le personnel infirmier. Donc Anselm Strauss et Howard Becker ont commencé à formaliser la recherche qualitative alors qu'ils travaillaient à une recherche sur le personnel infirmier qui a donné lieu à une publication qui fait autorité, qui s'appelle Boyce and White, personne en blanc, qui, à ma connaissance, n'a pas encore été traduit en français, je ne sais pas pourquoi, et qui peut-être, c'est une traduction que je vais m'expliquer que j'ai pu placer mon livre, c'est que le manque de littérature en français. Je ferme la parenthèse. Une première personne me dit qu'elle a mal aux mains quand il pleut. Est-ce que le qualitatif va identifier dans cette phrase? Alors souvent on ne dit pas qu'une phrase, on a discuté nous-mêmes. Je réduis l'exemple pour le rendre intelligible. Eh bien, une des choses qu'on va identifier là-dedans, et je vous donnerai quelques astuces ensuite pour voir comment on identifie, c'est qu'on a une variation d'intensité. Si on a très mal quand il pleut, c'est que si on a très mal quand il pleut, c'est qu'on a sans doute moins mal quand il pleut. Donc on a une circonstance qui vraisemblablement ici est météorologique, et on a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de la douleur, qui va être variable. Sur base de cet ingrédient, on va pouvoir commencer à dessiner le périmètre de ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'expérience de la douleur. Les qualitativistes appellent ça une catégorie. De nouveau un terme qui, s'il était absent, nous rendrait la vie plus facile. Et donc la catégorie ici, le phénomène qui va nous intéresser et qu'on va échantillonner, c'est l'expérience de la douleur. Mais l'expérience de la douleur ne peut pas être définie simplement par une variation d'intensité. L'intensité du poids, et il va falloir compléter, identifier les autres ingrédients de l'expérience de la douleur. D'autant qu'on a commencé à diagnostiquer, à investiguer l'expérience de la douleur par quelque chose qui est de l'ordre de la variation.
Donc, il va falloir aussi essayer de répondre aux questions. Qu'est-ce qui fait varier? Dans quel sens? Comment? Est-ce que c'est différent d'une personne à l'autre? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont moins mal au moins, mais pas plus mal au moins lorsqu'ils évoluent? Ainsi, de manière spéculative, et non plus en partant de l'autre, on va imaginer, là, la créativité, l'inventivité du chercheur, l'intuition est importante, quels pourraient être les autres ingrédients de ce phénomène. Ici, par exemple, le fait que cette douleur, elle soit soulageante. Et on va se donner pour la deuxième, troisième observation une stratégie de recherche qui va consister à aller voir des personnes proches pour les premières rencontres, mais de plus en plus différentes pour les rencontres suivantes, pour compléter notre définition et identifier tous les ingrédients de l'expérience de la douleur, non seulement les ingrédients, mais la façon dont ils varient en fonction des différentes circonstances. Ainsi, en ayant rencontré quelqu'un qui a l'arthrite au début, on pourrait être amené à rencontrer quelqu'un qui parle des douleurs liées à l'accouchement ou qui souffre d'un cancer, et il faudra encore différencier les différents types d'accouchement et les différents types de cancer. On ne pouvait donc pas déterminer au départ la population des gens qu'on rencontrerait, puisqu'il ne s'agit pas d'une population, on est parti de l'arthrite, et à la fin, peut-être qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a un cancer. Alors là, il s'agit d'une recherche qui va assez loin, puisqu'elle diversifie très fort le type de personnes qu'on rencontre, et ça vous donne une idée de l'impossibilité de standardisation à la fois de la population et des petites collectes. Donc graphiquement, voilà ce que ça donne. Là, vous allez devoir aller un petit peu plus vite. On est parti plus ou moins à l'enseignement. On va découvrir une autre dimension, plus ou moins longtemps. Le fait qu'elle soit soulageante ou pas. Le fait que cette douleur elle soit temporaire ou qu'elle dure tout le temps. Ces dimensions, on va les découvrir progressivement. On voit ici qu'on a une dimension qui touche à l'intensité de l'expérience de la douleur. On va identifier de manière spéculative, donc hypothétique, d'autres dimensions. Ça veut dire qu'on fait des hypothèses en qualitatif, même s'il y a une littérature classique qui a tendance à parler d'induction et pas d'hypothèse. Moi, j'ai proposé le terme hypothèse de moyenne portée pour bien distinguer les hypothèses du modèle qualitatif des hypothèses du modèle hypothétique-déductif expérimental et qualitatif, puisque les hypothèses du modèle expérimental sont les hypothèses qui vont structurer l'ensemble de la recherche. Ici, les hypothèses, elles tiennent jusqu'à la rencontre d'une prochaine personne. Et une fois qu'on rencontre une autre personne, qu'on se pose de nouvelles questions, on va avoir d'autres hypothèses. Donc, courte ou moyenne portée, comme vous voulez, c'est des questions balistiques. Vous voyez qu'au deuxième entretien, on a déjà plus d'ingrédients, certains qui ont pu être attestés, documentés, d'autres qui restent non attestés en rouge. Et lorsqu'on est à notre deuxième contact avec le terrain, vous allez me dire, j'ai compris, il y a un troisième contact avec le terrain. Eh bien non, le cinquième ingrédient ne faisait pas partie des choses qu'on avait regardées dans le premier entretien. On va retourner vers le premier élément et voilà que le cinquième ingrédient, il était simplement, on n'était pas assez loin de cette réalisation pour s'en rendre compte lorsqu'on a transcrit et analysé le premier entretien. Puis ensuite, le troisième entretien. Vous voyez qu'on a complété progressivement. Il s'agit donc pas d'atteindre un point ou un niveau de saturation, c'est une critique que certains chercheurs, j'en ai parlé des jeunes chercheurs, mais ça arrive dans tous les âges et à tous les niveaux d'expérience, essuient lorsqu'ils envoient un article scientifique. Non plus, mais c'est pas un échantillon combien de personnes, là c'est pas une échantillon de. Oui, mais vous avez rencontré combien de personnes? 4. Ah, alors il faudrait que vous retravailliez un petit peu pour apprendre le niveau de saturation. Mais mon modèle là, il est saturé. Oui, mais il faudrait quand même que vous fassiez 4 entretiens en plus, pour en avoir 8. Alors moi qui suis, avant d'être qualitativiste, j'étais quantitativiste, un échantillon de personnes, moi ça me fait doucement rigoler. Mais bon, il faut du chiffre, donc on en fait. Donc cette critique du niveau de saturation, essayons d'y répondre avec le plus de pertinence possible. Et si on est le public d'une recherche qualitative, ne posons pas la question en ces termes. La question de la saturation est pertinente, et en particulier si vous identifiez, dans mon slide est un simple exemple, que dans l'expérience de la douleur, il y a d'autres ingrédients qui sont là, ça vaut la peine de dire, mais tiens, est-ce que vous ne loupez pas un des aspects de l'expérience de la douleur? Et nommez-le.
Vous pouvez le faire parce que à peu près tous ici dans cette salle, ça nous est arrivé de ressentir une certaine douleur. Donc on est capable d'identifier ce que ça peut être une douleur, même si dans mon cas par exemple je n'accoucherai jamais. Si. C'est pas une décision, c'est comme ça. Comme ça. Donc c'est pas un niveau ou un point de saturation qu'il faut atteindre, c'est pas quelque chose qui monte et qui descend, c'est plutôt une question de largeur que de hauteur, et c'est pas une question de nom, hein, c'est simplement ce qui est vraiment pertinent pour comprendre la saturation, c'est qu'on a une définition dont tous les ingrédients sont complets. Faire une anecdote, il ne faut pas que je regarde la pendule parce que je sais que je suis pas là. Si vous mettez -2 dans une mousse au chocolat, ça reste une mousse au chocolat. Si vous ne mettez pas de chocolat dans une mousse au chocolat, ça n'en est plus. Okay. Je vous dis ça parce que j'ai fait de la mousse au chocolat pour le réveillon. Je peux vous dire qu'avec -2, c'était une erreur en fait. C'était une erreur de ne pas mettre suffisamment d'œufs, ça reste une mousse au chocolat. C'est moins riche, c'est plus digeste. Petit conseil. Mais par contre, c'est un Belge qui parle, ne mettez pas moins de chocolat. Sinon, ça manque. Donc tout ça pour vous dire que ce qui compte, c'est pas le niveau ou le nombre d'attestations de chacun des ingrédients, c'est bien que tous les ingrédients soient là. Si vous enlevez les œufs de mousse au chocolat, bonne chance. Voilà une autre présentation de la façon dont on obtient cette saturation. Qu'est-ce qu'on voit en plus dans celui-ci par rapport au précédent? C'est simplement que, évidemment, on aurait pu avoir l'impression dans le tableau précédent qu'il s'agit de compléter un tableau, d'avoir des croix partout, des verts et des rouges partout. Si vous avez en fait 4 entretiens en ligne, et puis c'est une recherche sur le do-it-yourself, c'est assez loin peut-être de vos préoccupations. Marc qui cultive des légumes, Gaston qui répare son réfrigérateur, Gaston Lagaffe, vous l'avez connu. On a Richard qui cultive des légumes et Mathieu qui retape des motos, qui est philosophe qui retape des motos. Et donc on voit les ingrédients de cette activité qui est faite soi-même plutôt que déléguée aux professionnels, qui se déploie au fur et à mesure des entretiens. C'est ça que je voulais montrer. Il ne s'agit pas de faire un tableau qui est complet au niveau des cases, puisque au fur et à mesure que vous avancez, votre tableau s'augmente en termes de colonnes. Parfois, vous avez la chance que les personnes vous ont parlé aux entretiens, que vous vous montrez dans le premier entretien d'un élément que vous découvrez ensuite. Souvent, c'est pas le cas. Donc, avoir un tableau complet n'a pas de sens. C'est pour ça aussi qu'on me dit parfois, mais tiens, on pourrait faire du qualitatif et puis quantifier après. Hein, repasser sur les entretiens et regarder ce qui a été évoqué plusieurs fois et ce qui a été évoqué moins souvent. Si on fait ça, la seule chose qu'on mesure, c'est la qualité du travail du chercheur. Plus il y a de répétitions, moins il est beau. Donc vouloir quantifier des données qualitatives, c'est surtout vouloir mesurer si on a un mauvais chercheur en face de soi. Moi je dis toujours à mes étudiants, si vous avez des ingrédients qui reviennent, c'est que vous menez mal votre collecte d'informations. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a une information, une fois qu'on a un ingrédient, on n'a plus besoin de revenir dessus. Ce qui compte, c'est l'ingrédient suivant. Ou les circonstances qui font varier cet ingrédient différemment. J'ai rencontré quelqu'un qui a mal aux mains quand il pleut, j'ai plus besoin de rencontrer quelqu'un qui a mal aux mains quand il pleut. Par contre, je serais intéressé de rencontrer quelqu'un qui a moins mal aux mains quand il pleut. Parce que la variation est inverse. Je vais essayer de comprendre pourquoi, dans certains cas, ça varie dans un sens, dans certains cas, ça varie dans l'autre. Donc, quantifier qualitatif, absurde, puisque, en fait, vu qu'on standardise, ça n'a d'intérêt de compter que quand vous avez standardisé. Quand votre but est justement de non standardiser, c'est-à-dire de diversifier la collecte d'informations au fur et à mesure qu'elle se passe, la quantification est impossible et elle n'a pas de sens. Ok, ça c'était des points techniques. Maintenant vous avez compris comment fonctionne une recherche. Il y a un point que j'ai annoncé qui va surtout intéresser ceux qui un jour pratiqueront ou qui pratiquent déjà actuellement, c'est comment on fait pour passer de j'ai très mal aux mains à intensité, expérience de la douleur. Moi, je vous ai montré que j'avais fait comme ça, ou plutôt, j'ai pris quelque chose qui avait été fait par quelqu'un d'autre, par Anselm Strauss lui-même, ça semblait tomber sous le sang. Mais on aurait très bien pu avoir quelqu'un qui dit, bah, il nous parle de ses mains, ou il nous parle de la pluie, et non pas de l'intensité de la lutte. Donc, il y a quelque chose qui manque dans le manuel de méthode, et qui m'a motivé avec ceux qui ont présenté tout à l'heure. C'est des critères simples pour analyser le matériau qualitatif. J'espère que vous allez produire des ronflements chez ceux qui n'en pratiquent pas. Mais je vais vous parler là d'un apport qui m'est personnel et que j'ai
j'ai mis au point, à force de former des doctorants et des étudiants, au départ, quand j'ai commencé, il y a maintenant quelques années, plus de 10 ans, faisais des analyses, et quand je recevais leur analyse, je dis, mais enfin, vous avez quand même un bon professeur, comment ça se fait qu'on fait des si mauvaises analyses? Je me suis dit, le prof n'est pas si bon que ça. Et qu'un des critères de la recherche qualitative, qui est explicitement dans la littérature anglo-saxonne, qui consiste à dire, on ne va pas vous donner des trucs et astuces pour faire vos analyses, pour ne pas briser votre créativité, eh bien, cette position est une position qui amène surtout les personnes qui se forment à tomber dans l'état de piège. Donc, je vais essayer de lever au moins un piège. Voilà. L'idée, c'est de se rappeler que si on fait une recherche qualitative, c'est qu'on pense que les personnes que l'on rencontre ont quelque chose à nous apprendre. Ça semble tomber sous le sens, mais c'est bien ça qui motive la recherche qualitative. Autrement dit, ça a été dit dès la première prise de parole aujourd'hui, eh bien, quand on est médecin, on apprend des infirmiers. Le savoir, pratique, concret, opérationnel, et tous ces termes ne sont pas dans la bouche réducteur, il est bien détenu par les premiers intéressés. Et si on va rencontrer un moment des infirmiers pour le faire parler, et des infirmières pour le faire parler de leur pratique et de leur usage de leur quotidien, c'est parce qu'on considère qu'ils ont quelque chose à dire d'important. Et il ne s'agit pas simplement de collecter des informations de type nombre d'heures de travail, nombre d'agressions ou nombre de pilules. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, qui n'est pas une information, enfin, mais qui relève du vécu. Comment on se sent? Pourquoi on a les mains qui tremblent à ce moment-là et pas après? Qu'est-ce qui nous met mal à l'aise? Ce genre de choses. Donc, lorsqu'on va analyser le matériau qu'on a collecté, il s'agit bien de se rappeler que c'est ça qu'on a collecté. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'informel. Et cette expérience vécue informelle, il va falloir arriver à le traduire d'une manière la plus fidèle possible. Donc, identifier de quoi ont parlé les personnes qu'on a rencontrées n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de leur travail, de la façon dont ils se sentent à la maison, comme je disais tout à l'heure, de la météo, de la pluie, et secondaire par rapport à ce qu'ils nous ont dit à ce propos-là. Lorsqu'ils nous parlent de leurs collègues, lorsqu'ils nous parlent de leur travail, lorsqu'ils nous parlent de leur famille, que nous disent les personnes sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent à ce propos-là. Donc il va falloir aller en finesse et non plus étiqueter, non plus annoter un matériau en identifiant ce dont on parle, les sujets, les thématiques, mais aller plus au cœur des choses, identifier l'expérience vécue dont il s'agit. Et une astuce toute belle, c'est de regarder ce dont on parle et se dire c'est pas ça qui m'intéresse. Mais que me dit la personne de son expérience vécue à ce sujet? La personne qui dit quand je rentre à la maison, j'ai du mal à interagir avec mes enfants parce que la journée a été stressante. La thématique, c'est la famille ou l'interaction entre la famille et le travail. Mettre famille dans la marge ne va vous servir à rien. Par contre, mettre dans la marge, j'ai du mal à interagir avec mes enfants, j'ai du mal, simplement, nous informe sur la façon dont la personne ressent cette situation. Donc j'ai du mal va être une bonne étiquette. Le mot étiquette, c'est ce qu'on met dans la marge. Donc une astuce toute bête, c'est laisser tomber les noms communs et privilégier les verbes et les adjectifs. C'est vraiment, là pour le coup, je donne à mes étudiants un truc facile. Ça sent facile comme ça, une fois qu'on le fait, on se rend compte que c'est moins évident que ça, et c'est moins évident que ça. Pourquoi? Eh bien parce que nous parlons une langue, nous vivons dans une culture française, mais ça marche aussi en anglais ou en allemand, qui est héritière notamment du latin et du grec. C'est démontré notamment par le linguiste Émile Benveniste. Le grec a construit toute sa philosophie sur la question de la substance. Ça allait comme ça. On a l'impression que je vais m'envoler, hein, mais vous en faites pas. Autrement dit, le grec a cultivé une langue et une culture du substantif. Vous voyez où je veux en venir? On nous a appris dès l'école primaire à faire des titres avec des noms communs. Vous parlez du fait que certaines personnes dépriment dans votre service. Vous allez mettre sur votre slide la dépression.
vous voulez parler du fait qu'il y a des personnes qui sont très motivées et d'autres qui sont moins motivées dans votre service. Vous allez mettre sur vos slides la motivation. Et vous allez faire pareil dans les rapports. On est face à une discipline qui produit beaucoup de rapports. Les titres, les intertitres de vos rapports sont sans doute des nominalisations, c'est-à-dire des noms qui viennent d'un valeur. Nous avons été formés à ça, et je pense que c'est une bonne pratique de faire des titres avec des noms. C'est de toute façon pas moi qui vais la changer. Par contre, si vous transférez cette habitude, et on le fait systématiquement, lorsque vous avez une démarche d'analyse, vous allez mettre des noms communs dans la marque qui vont désigner les thématiques qui ont été abordées, et vous allez passer à côté de quelque chose de plus fin qui peut se traduire par le verbe. Pour prendre un exemple concret, si vous mettez motivation dans la marge, ça peut vouloir dire, je prends le cas d'un prof, que le prof est très motivé. Une personne qui dit je suis très motivé, vous mettez motivation dans la marge. Et si le prof vous dit mon enjeu à moi c'est d'arriver à motiver les élèves, vous allez mettre motivation dans la marge. Si la personne vous dit, vous savez, entre collègues, on essaie de se motiver parce que c'est pas évident aujourd'hui en français, vous allez mettre motivation dans la marge. Ce nom commun renvoie donc à 3 situations complètement différentes qui motiver les élèves, se motiver soi-même, être motivé soi-même, ou se motiver les uns les autres. Les verbes, je viens de citer tous les 3, sont très différents, ne sont pas beaucoup plus longs, c'est 3-4 caractères de plus, de se permettre aujourd'hui du papier, le stylo. Et c'est beaucoup plus précis, et surtout ça touche l'expérience des personnes, ce qui n'était pas le cas de la motivation. La continuité de ça veut dire que ce que vous allez mettre dans la marge, plutôt que des thématiques, si vous mettez des thématiques dans la marge, vous allez avoir tendance à rassembler les thématiques qui sont proches. Donc vous allez faire des tas. Si vous faites des tas, vous allez compter de l'implicité. Vous allez dire, ce dont on parle beaucoup, c'est ça. Ce dont les infirmiers parlent plus que les psychiatres, c'est ça. On s'en fout de ce dont parlent plus les infirmiers. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'expérience vécue des infirmiers. Donc plutôt que de classer les thématiques, et vu qu'on n'a pas, je viens de vous dire qu'on avait laissé tomber les thématiques, on va aborder le fait d'identifier quelle est l'expérience vécue dont il s'agit d'une autre manière, avec une notion de la catégorie qui n'est plus un opérateur de classement, mais qui est un opérateur de conceptualisation. Vous voyez qu'avec ce slide, on s'est débarrassé de la question de la thématique dont je parlais tout à l'heure. Donc, à gauche, des thématiques et un opérateur de classement, ce qui, dans la recherche qualitative, nous donnerait des choses qui sont totalement inutilisables, qui sont des grosses piles, par exemple d'émotions, de difficultés, de motivation. Vous voyez comme par hasard sur des noms communs avec un S. Puisque quand on classe les noms communs, on se retrouve avec des listes de choses très très générales qui ne servent pas à grand chose. Si par contre on arrête de classer, on peindre de l'expérience vécue et de vers d'action, on va avoir des catégories d'analyse, donc on va nommer des phénomènes qui sont de l'ordre de synthetique, immobilité, se laisser aller, ce genre de choses, qui là sont des opérateurs de conceptualisation efficaces. Donc on laisse tomber le classement, on va vers la conceptualisation. Là aussi, cette ambiguïté ou ce malentendu vient du double sens de catégorie. Il y a les catégories de tomates, c'est l'opérateur de classement, mais si je vous parle de la catégorie d'armes, quand on a par exemple les ouvrages qu'on étudie en première année d'université, où on parle des catégories de la psychiatrie, il ne s'agit pas des opérateurs de classement de la psychiatrie, mais des notions qui sont utilisées en psychiatrie. Ok, donc pas de représentativité, pas de classement, on a dit ça sans compter ni classer. Mais comment est-ce que la recherche qualitative peut prétendre à la scientificité si précisément tous les opérateurs de scientificité du quantitatif ne fonctionnent pas sur eux? Eh bien, il faut se souvenir qu'on fait confiance aux acteurs pour nous faire part d'éléments qui sont très subjectifs, très personnels, très intimes parfois. C'est pour ça qu'on va rencontrer des gens. Le retour de la part du chercheur, pour qu'il arrive effectivement à bien comprendre l'expérience vécue qui lui est communiquée, c'est également de s'engager, de s'impliquer. Sinon, on ne comprend pas ce qui nous est délivré. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué, puisque pour comprendre l'expérience de la douleur, on peut tous se raccorder à des moments où on a souffert, même si, comme moi, on n'accouchera jamais. Il y
a d'autres moments où j'ai ressenti différents types de souffrance. Si une femme qui a accouché me dit « c'est un peu comme une crampe », mais pas vraiment, ben je vois ce que c'est qu'une crampe, et surtout je vais lui demander « c'est quoi le pas vraiment ?» Et donc elle va détailler. Et à partir de là, je peux me faire une idée, je peux comprendre, essayer de comprendre. Ne me dites pas que je comprends. Ne me posez pas une question qui est vous ne comprendrez jamais l'accouchement. Je travaille pas là-dessus. Mais je peux essayer de m'en approcher. Premier point, donc, la subjectivité du chercheur, elle constitue l'outil du chercheur. Ça veut donc dire que votre instrument en tant que qualitativiste, un petit peu comme le microscope, quelqu'un qui fait une analyse, c'est vous-même, c'est votre subjectivité. Et donc il est important pour le qualitativiste d'expliciter pour son lecteur, pour son auditoire, pour son public, quels sont les éléments de sa subjectivité qui ont participé au pilotage de la recherche. Et donc on va faire son auto-analyse, prendre conscience soi-même de ce qui pourrait influencer la recherche, l'orienter dans une certaine direction, et en faire état dans ses publications scientifiques, de manière à ce que les caractéristiques de l'instrument soient connues du lecteur. Donc ça demande à la fois de l'humilité et puis un certain culot, puisqu'il faut être prêt à livrer, à mettre sur la table ce qui nous est personnel, et documenter ses propres présupposés. Ça veut dire aussi documenter chacune des décisions qui a été prise lors de l'échantillonnage théorique, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que ça se construisait progressivement. Les résultats du qualitatif ne sont pas reproductibles. Si nous faisions la même recherche qualitative, nous n'obtiendrons pas les mêmes résultats. Ce n'est pas les résultats qui doivent être reproductibles. Par contre, si je lis votre rapport, il faut que je puisse me mettre à votre place et comprendre pourquoi vous avez pris des décisions différentes des vôtres. Et donc, on va rendre retraçable le processus de recherche, dans ce cas-ci, qui est le vôtre, et rendre ça disponible au lecteur. Et c'est ce qu'on fait dans la partie méthode d'une publication scientifique. La question donc, est-ce que c'est pas biaisé? Sous-entendu, est-ce que c'est pas subjectif? Comme si la subjectivité était une maladie, peut être écartée. Cette question n'a pas pertinence en qualitatif. Si quelqu'un vous accuse de subjectivité, comme si c'était un mal, remerciez-le pour le compliment. Et si on vous dit que vos travaux sont biaisés, on va dire qu'il n'y a pas de biais en qualitatif, il n'y a que des choix assumés et documentés. Par contre, on peut vous reprocher, si vous ne l'avez pas fait suffisamment, de ne pas avoir documenté les choses. La scientificité, elle passe aussi par le fait de retourner vers les actes. Les personnes nous ont confié quelque chose qui est précieux, souvent ils n'ont pas l'habitude de parler de ça. Avant de publier, dès qu'on a des résultats intermédiaires, on va consulter les personnes qu'on a rencontrées pour voir si ce qu'on raconte est pertinent. Personne n'est à l'abri d'une erreur, et rien ne vaut le fait de consulter les personnes qu'on a rencontrées pour voir si les résultats qu'on est en train de publier tiennent la route. Je suis désolé, je suis là. C'est mon avant de je voulais pour revenir. Donc on va revenir vers eux, à la fois en quelque sorte pour vérifier qu'on n'a pas oublié quelque chose, pour vérifier, compléter l'analyse. Ce qui va être le signal d'alarme, c'est si la personne qu'on consulte nous dit moi je ne me retrouve pas dans le là, c'est important. Si par contre elle nous dit je me retrouve en partie, et puis il y a toute une série d'oppositions qui ne sont pas les miennes, c'est bon. Simplement, cette restitution, outre l'effet de validation scientifique, elle a un effet, et elle est particulièrement souhaitable dans les recherches en santé, puisqu'elle va permettre d'instruire la pratique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on se rend compte sur le terrain que lorsque le qualitativiste est passé par là, qui a restitué ses résultats, les personnes qui ont été consultées ont dit, mais tiens, j'ai toujours eu l'intuition qu'il y avait d'autres façons de vivre ce que moi j'expérimente au quotidien. Et j'avais d'ailleurs une intuition très très proche de votre position numéro 2, moi je suis dans la position numéro 1. Par contre, je me rends compte qu'il y a plus que 2 positions, il y en a une 3e ou une 4e. Et le fait de prendre conscience de cette complexité, de cette multiplicité de types de réactions, de façons d'envisager son métier ou une situation particulière, va enrichir la compréhension que
et professionnels ont de leur recherche et va concourir, va contribuer à la compréhension mutuelle et la bonne entente des différentes positions qui sont en présence. Il ne s'agit donc pas d'avoir une approche corrective, de dire il y a une bonne façon de faire et il faut tous que vous fassiez comme ça, mais au contraire d'enrichir, donc pas de simplifier et de standardiser, mais d'enrichir la compréhension mutuelle d'une équipe. Je vous remercie. Oui, nous allons prendre 3-4 questions, parce qu'il faut vraiment tout à l'heure, vous allez en manger. Bon, ce qui va arranger les choses, que j'ai personnellement trouvé ça lumineux, si on peut considérer ça que c'est une catégorie. Mais, voilà, avez-vous des questions peut-être, excusez-moi, commentaires à faire. Tout le monde a faim. Donc, monsieur disait qu'il avait trouvé ce lumineux lui aussi. On est deux. Le nombre ne compte pas. Juste une remarque. Vous avez fait un peu allusion aux auteurs de la théorie entrée. Est-ce que vous pourriez dire votre position par rapport à cette théorie? Oui, j'ai cité Anselm Strauss, notamment, j'ai utilisé des exemples, sans les citer chaque fois, de Cathy Charmas, de Barney Blesser, et j'ai cité aussi quelqu'un qui parle de la théorisation ancrée, mais qui a travaillé avec Anselm Strauss, qui est Howard Becker, grand sociologue vivant selon moi, c'est un américain. Et vous pouvez en des vivants, pas qu'il soit mort, mais tout grand sociologue. Alors, j'ai fait référence notamment à Anselm Strauss et à Barney Blesser parce que c'est eux qui n'ont pas formalisé, mais rassemblé, essayé de donner de la cohérence dans l'approche qualitative. Et beaucoup de choses que j'ai montrées ici en sont directement inspirées. Ma position par rapport à l'analyse par théorisation ancrée est la suivante. Alors, souvent, ceux qui ne connaissent pas sont critiques de l'analyse par théorisation ancrée et considère que c'est une façon de faire de la recherche qualitative. Moi, je prends le développement d'Anselm Strauss et de Barney Blesser et de Juliette Corbin après eux comme une tentative de mise en cohérence, on pourrait appeler ça formalisation si on veut, de l'ensemble des recherches qualitatives. Donc, par exemple, lorsque je parle d'échantillonnage théorique ou de saturation théorique, qui sont des termes qui viennent de ces auteurs-là, c'est tout simplement parce que ce sont effectivement les critères de la recherche qualitative en général. Donc, si vous voulez savoir si je suis plutôt pro ou contra, je suis plutôt pro, mais la façon dont ce que je vous ai présenté ici n'est pas un topo de grande théoriste, si on peut dire comme ça, mais c'est vraiment une série de propositions qui s'adresse à l'ensemble des recherches qualitatives. Je ne sais pas si vous attendez votre question. Je sens une certaine perplexité. On continuera autour d'une pause café. On s'est déjà croisés de toute façon pour ça. Moi j'ai une question très basique. Oui. Est-ce qu'on peut faire du qualitatif quand on n'a jamais fait de quantitatif? Est-ce qu'on peut démarrer des recherches par du qualitatif? Je fais que du quantitatif, ça semble vachement plus facile. Et donc pour des gens qui commenceraient à être chercheurs, est-ce que c'est envisageable de commencer par du qualitatif? Bon, je connais la réponse, mais je trouve que ça serait intéressant de vous dire ce que vous en pensez. J'aurais tendance à dire que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de déconstruire. J'ai passé mon temps à déconstruire des présupposés ici. Maintenant, moi je travaille essentiellement à ma fonction qui est particulière dans le programme expert scientifique. Je pense qu'à peu près personne dans la salle ne voit ce que c'est. C'est un prof pour doctorant, un expert scientifique. Donc, mon public de prédilection sont des doctorants. Donc, ils arrivent déjà âgés et déjà pas mal formatés. Je dois pas mal déconstruire. Donc je pense qu'on peut commencer avec la recherche qualitative sans aucun problème. Je pense que l'accompagnement est important. Maintenant, pour être tout à fait honnête, selon la discipline, le fait d'être un chercheur purement qualitatif peut être plus ou moins simple et plus ou moins un problème.
on a vu que les publications en psychiatrie connaissent un boom, on a multiplié par 9 en 3 ans. Selon les disciplines, je pense en médecine notamment, mais en psychologie aussi, essayer de construire une carrière sans quantifier, c'est compliqué. Si vous êtes en anthropologie, il n'y a aucun problème. Mais en gestion, en psychologie, en médecine, il y a une série de revues de premier plan qui vont vous être presque interdites si vous ne quantifiez pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être dit, par rapport auquel on doit être honnête. Alors les choses changent, voilà, mes collègues en faculté, dont la faculté de psychologie, j'ai énormément de collègues en psychologie qui viennent vers moi depuis quelques années, parce qu'on voit tout simplement une ouverture dans les grandes revues en psychologie, au niveau A, on ne revient pas en anglais, parce que la recherche c'est comme ça, qui s'ouvre au qualitatif, avec un processus qui est tout à fait celui que vous décriviez tout à l'heure, qui est que simplement ces revues accueillent dans leur comité scientifique des spécialistes des méthodes qualitatives qui n'étaient pas là avant. Même s'il y a une ouverture pour le moment, il faut se rendre compte que les réalités restent quand même dans certains secteurs une hégémonie du quantitatif. En termes de formation, on peut commencer avec du qualitatif, c'est ça la question. Et c'est bien d'être encadré. Je vais rebondir, et puis il y a ici dans la salle un certain nombre de participants qui peuvent attester, qui démarrent sur des méthodes qualitatives et qui ont déjà un projet de recherche qui commence à s'élaborer. Donc j'aimerais bien que, s'il y en a qui veulent témoigner, on peut commencer par du qualitatif. Pardon, alors c'était pas une question, c'était également une remarque. Moi je suis doctorant en sciences de l'éducation. Je me trouve là, effectivement beaucoup déstabilisé parce que par tout ce que vous apportez, je pensais faire du qualitatif depuis pas mal de temps. Je me rends compte que ça va être tout le cas. Je crois que je suis clairement dans la situation que vous énonciez où je fais du qualitatif avec des outils, avec des apports purement quantitatifs. Donc vraiment, merci pour cette déstabilisation sur laquelle je vais tenter de construire dans les semaines et les mois qui viennent. J'ajouterai également de l'appuyer sur votre ouvrage pour ça. C'est vraiment perturbant. Je vais répondre à cette perturbation parce que j'en rencontre souvent. Alors on fait 2 reproches, c'est mais pourquoi je ne vous ai pas rencontré plus tôt? Ça j'y peux rien. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je me rends compte que vous venez de me dire que c'était pas vraiment du qualitatif ce que je faisais. Alors moi j'ai une façon d'aborder les choses qui est très pragmatique, c'est qu'on ne jette pas du travail qui a été fait. Jamais. Et je ne connais pas un jury, vous êtes doctorant, je ne connais pas un jury de thèse qui prendra en main le fait que vous disiez, j'ai travaillé pendant, vous écriviez, j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans avec une perspective particulière, et puis à un moment donné, je l'ai modifié. On vous reprochera d'essayer de bidonner les 3 ans qui sont passés avant en essayant de faire croire que c'était autre chose que ce que c'est. Ça, on pourra vous le reprocher. Mais par contre, dire, tiens, je suis parti dès le départ dans une perspective qualitative et je pensais honnêtement que c'était ça. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, je n'avais fait aucun échantillonnage théorique et j'ai un peu changé mon perspective entre le groupe. Ça ne posera jamais aucun problème. Donc, je suis heureux de discuter avec vous aussi à la pause des stabilisations, mais ne jetez pas du travail déjà fait, il ne faut jamais faire ça. Et n'essayez pas non plus de bidonner, c'est-à-dire de faire passer quelque chose qui n'est pas. Ce que vous avez fait. Je profite que j'ai la parole et je pense qu'on va le manger juste après pour faire de la pub, non pas pour mes trucs, mais pour 2 manuels qui sont vraiment orientés santé, qui sont publiés presque là maintenant, puisqu'il y en a un qui sort le 25, je crois qu'on est le 25, qui sort aujourd'hui. Un manuel qui est dirigé par Marie Santiago et Maria Del Rio, toutes les 2 de l'Université de Genève. Ils appellent manuel de recherche qualitative en sciences humaines de la santé, quelque chose comme ça. Excellent manuel, bientôt, c'est sorti chez Duno, bientôt dans vos bibliothèques. Et puis, il y a quelques mois, un autre manuel dirigé par Myriam Winans et Joël Kivitz, qui doit porter un titre très très proche, je pense, recherche qualitative en santé. Ce titre-là est pour donc 2 manuels qui valent la peine. Alors, pour ceux qui iront effectivement ouvrir les manuels, j'en fais aussi la pub parce que je fais partie du projet.
Merci. Je pense qu'on va manger. Il y a une dernière question. Non, je vous propose de passer à table et puis, comme les tables. Il n'y a pas de place à table, donc pour ceux qui ont des questions ou qui veulent éviter une dépression, vous pouvez manger à sa table, les soins plus jeunes.